avec Clémence de Mercycle et Kevin, Camille et Alexis du Permaculture. Bonjour. On va parler permaculture. C'est ça le gros du sujet, on est d'accord? On va parler aussi vélo. Moi j'ai des questions vélo. Voilà, en tant que passionné du Tour de France, ça m'intéresse. Et même consigne évidemment pour vous qui nous écoutez, vous n'êtes pas seulement, et ils vous ont mis l'ambiance pour qu'on rentre dans l'état d'esprit, vous n'êtes pas seulement là pour écouter, vous avez évidemment la quasi-obligation de participer à nos échanges. Le but du jeu étant que ce soit le plus dynamique et vivant possible et que voilà, on puisse se raconter des trucs tous ensemble. On présente quand même tout ça de façon un peu classique, histoire de se mettre dans le bain. En commençant par quoi, Clémence, si ça te va? Mercycle, ça part d'où? Ça commence comment? Et en quelques mots, t'as fait quoi? Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour nous écouter. Du coup, moi, j'ai réalisé un voyage à vélo l'année dernière que j'ai nommé Mercycle. Et pour plusieurs raisons, notamment merci pour remercier toutes les personnes qui croiseront ma route et qui ont croisé ma route. Et par la contraction avec le cycle, donc le vélo. Et moi, ce voyage, c'était un voyage pour aller plus loin par rapport à ma formation d'ingénieur agronome, pour essayer de comprendre un petit peu la vision des agriculteurs et des agricultrices et d'autres acteurs et actrices de l'alimentation en France. Donc moi, j'ai pas vu du tout que des personnes en permaculture, j'ai vraiment vu tout type d'agriculture. J'ai vu des éleveurs, des maraîchères, j'ai vu aussi des grandes entreprises d'agroalimentaire. Donc voilà, j'ai décidé de partir à vélo. Donc j'ai fait un tour de France pendant 6 mois. Je suis partie en mars 2019, je suis rentrée en septembre dernier, enfin il y a un an. Et en tout, j'ai vu 68 structures agricoles et agroalimentaires. Et j'ai fait 4300 km à vélo, toute seule. Donc c'est à peu près ça. Belle performance. Merci. Noté. Messieurs, même punition, entre guillemets, ça part d'où? Ça part comment? Vous avez fait quoi en quelques mots? La porte d'entrée, voilà, sur les questions notamment alimentaires. Ok, alors. Production agricole. Là, Je suis désolé, je crois qu'on va pas faire ça classiquement. Et on va vous proposer un petit mythe qu'on aime beaucoup vous raconter. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Et on aura besoin de toi aussi, Clémence, parce que tu auras un rôle à jouer, alors ce sera à toi d'improviser. C'est un mythe qu'on aime beaucoup raconter pour parler de l'histoire du permaculture. Est-ce que vous êtes prêts? Alors oui, je vais adapter un peu ce mythe, et c'est là où tu auras un rôle à jouer, c'est que je pense que tu pourras le mimer, d'une certaine manière. Ouais. Bon, après tu fais comme tu le sens. Ok. Toute femme, Tout homme, c'est là l'adaptation. tout humain, Toute femme, est tiraillé entre deux besoins, le besoin de l'arbre, qui signifient l'enracinement et l'identité de soi-même, et le besoin de la pirogue. qui signifie celui du voyage et de l'arrachement à soi-même. Les femmes, Errent constamment, entre ces deux besoins, cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre. que l'on fabrique la pirogue. Voilà, ça c'est le mythe mélanésien de l'île de Vanuatu, qu'on aime bien raconter parce qu'on aime à dire que c'est le début de notre histoire. Et puis là, l'adaptation, là, du coup, c'était de remplacer tout homme par toute femme, parce que souvent, souvent on parle des hommes, mais là j'avais envie de parler de la femme. Voilà, tu veux peut-être enchaîner? Bon, nous, quand on s'est raconté cette histoire avec Alexis, c'était il y a 3 ans, et on n'avait pas dit femme, on avait dit homme. Mais du coup, on aime le dire maintenant avec tout humain. Et c'est vrai qu'on peut dire humaine aussi. L'humanité.
On s'est raconté cette histoire un matin dans un jardin, le jardin respectueux à Cognac. Et moi, Est-ce qu'il y en a qui connaissent le jardin respectueux ici dans la salle? Yes. Voilà, un super jardin pédagogique où on faisait de l'éducation à l'environnement. Et moi, ma pirogue, elle m'avait amené, on parlait de la jungle tout à l'heure, elle m'avait amené dans la jungle à l'est du Cambodge. Et je revenais d'un long métrage documentaire sur la déforestation du pays et un peu sur toutes les alternatives qu'on a pu y trouver, donc éducation, habitat, sauvegarde des semences, agriculture. Et voilà, le film s'appelle Que notre joie demeure. Et je suis revenu en fait de ce tournage-là. Et c'est là où j'ai rencontré Alexis, qui lui n'était pas du tout sur la pirogue comme moi je l'étais. Lui, il était à fond dans l'ancrage. Ouais, à fond dans l'ancrage, parce que justement, j'avais eu la possibilité de créer mon emploi, mon job, au Jardin Respectueux, donc dans une très chouette asso qui crée des jardins pédagogiques partagés dans les écoles. Donc une belle aventure où j'ai pu faire beaucoup d'animations en nature, gérer des événements comme la fête de la courge, ça envoie quand même déjà rien que dans le nom. Et donc j'étais très dans l'ancrage, quoi. Pour moi, le voyage n'avait pas beaucoup de sens à ce moment-là. Et puis, plein de déclics. On peut en citer de nombreux, mais on va en citer surtout un. J'ai été amené à aller aux Rencontres nationales de la permaculture, qui se déroulaient à Poitiers en 2018. Et puis, ces genres de rencontres, en fait, c'est plein de gens viennent proposer des thèmes, des débats, des ateliers. Et là, il y en avait un, notamment, qui proposait un débat, enfin pas un débat, une soirée sur l'effondrement. Alors il pensait pas qu'il allait rameuter beaucoup de monde avec un thème comme ça. Au final on était 60 sous un barnum. Et puis c'était la première fois que j'entendais cette notion du fait que notre société n'est pas du tout durable. Alors ça venait confirmer un peu plein d'intuitions que j'avais en moi. Donc on citait Pablo Servigne, Diamond et compagnie. Et donc après ça m'a amené à aller creuser cette question-là. Et puis là je me suis dit on a deux vies. La première commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. La deuxième commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Confucius. Et à ce moment-là je me suis dit si on n'a qu'une vie, ou si on a deux vies plutôt, je vais écrire mes rêves que je veux pour cette vie. Et le premier rêve, c'était de faire le tour de France à vélo, de la permaculture et des écolieux. D'où le Permaculture. Parce que c'est un tour cool de la permaculture en France, en Belgique et en France. Et c'est là où du coup il est parti, Alexis, au mois de juillet 2019 de Cognac des Jardins Respectueux, où il a pris sa pirogue, donc son vélo, et qui s'est retrouvé sur un chantier participatif à Terre-Paille et compagnie, au sud de la Vienne. Là où on a fait des constructions naturelles, on a construit une conserverie naturelle avec des matériaux naturels, un poulailler et un bureau avec des systèmes de coffrage de paille, de terre paille léger et une dalle aussi en terre. Enfin, vraiment des nouvelles techniques en construction naturelle très intéressantes. Et c'est là où on se rencontre en fait sur ce chantier. Moi c'est Camille, j'ai grandi de formation cuisinier. Et j'ai voyagé aussi pareil dans le monde pour rencontrer les différentes saveurs et façons de cuisiner les produits locaux. Et je me suis rendu au Danemark avec une cuisine aussi très locale et danoise qui m'a fait beaucoup penser à la France en me disant ok mais qu'est-ce que nous on fait cultiver en France et qu'est-ce que nous on produit en France et qu'est-ce que nous on peut faire comme cuisine en France avec nos produits, avec nos maraîchers. Et ça m'a amené à revenir en France et à prendre pas mon vélo, mais mon van, qui est ma pirogue, et à faire le tour des lieux. Et c'est là où on se rencontre donc sur ce chantier où tout a commencé. Et donc on s'est concerté pour le projet cet hiver. Et c'est au printemps 2020, après le confinement, qu'on est parti à Troyes et qu'on a commencé à faire
les étapes après étapes. On doit être une bonne vingtaine d'étapes à présent. On doit être à 5 mois de voyage. Et on est rendu en Ariège, en dessous de Toulouse, dans l'écolieu Sainte-Camelle. Bon, peut-être que ça parle à quelqu'un. À Terpaille et compagnie, c'est là aussi où j'ai rejoint Alexis à l'origine, avec une amie, pour réaliser un premier épisode d'une série documentaire. Du coup, premier épisode qui traite de l'habitat. On pourra regarder tout à l'heure un extrait d'une minute de ce premier épisode. Donc c'est là où l'aventure aussi elle prend un autre tournant, un tournant où en fait l'idée de montrer des portraits inspirants à travers la France, la Suisse, la Belgique, dans l'idée de s'inspirer les uns des autres. C'est vraiment une idée de portrait documentaire, de façon assez poétique, et de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que la permaculture. En fait, on entend normalement parler de permaculture dans juste planter des carottes dans une butte, faire des toilettes sèches, et généralement c'est un peu l'idée qu'on en pense. Et ce qu'on a envie de montrer avec cette aventure, c'est de montrer que la permaculture, c'est l'idée d'une culture de la permanence. Donc de pouvoir montrer que cette culture, cette philosophie, on peut l'appliquer dans différents domaines. Là on a commencé par l'habitat, après on peut parler d'économie, d'éducation, on peut parler de soins, de santé, bien-être, de soins à la terre. En gros, il y a plein de domaines qui sont représentés dans une fleur, qui s'appelle la fleur de la permaculture. Voilà, donc vraiment l'idée de pouvoir mettre en lumière plein de récits inspirants, par une série documentaire, par des podcasts aussi sur la route, avec des interviews, et une carte de France aussi, où tous les lieux qu'on découvre, qu'on rencontre, où on entend juste parler, on les répertorie sur cette carte, qui commence à être chargée à bloc, parce que des lieux inspirants, il y en a plein à travers la France, mais pas qu'à travers la France. Et voilà, en gros, mettre en lumière et montrer que en fait ça se bouge, ce qu'il y a autour de nous, et que c'est pas juste un rêve, une utopie. En tout cas, si ça le rêve, c'est chouette de pouvoir vivre ses rêves. Voilà, donc ça c'est justement le deuxième rêve, c'est s'inscrire dans le nouveau récit, à faire le témoignage de ces gens inspirants. Ouais. Et s'inspirer du coup les uns les autres. Je voulais dire un truc, en fait, avec Alexis et Kevin, on s'est rencontrés pendant que j'étais en train de faire mon tour de France. Donc pendant tout mon tour de France, j'étais continuellement à la recherche de contacts liés à l'agriculture ou à l'alimentation humaine. Et j'ai atterri dans la région de Cognac et je les ai contactés. Et du coup, j'ai passé une soirée au jardin respectueux à Cognac et à leur poser quelques questions par rapport à mon projet. Et voilà, du coup, on se retrouve aujourd'hui ici et je trouve que c'est une belle coïncidence par rapport à nos deux projets respectifs. Donc merci encore de nous avoir invités. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle, des remarques, des interventions. Il ne faut pas hésiter. Il y a Lucie qui se lève là, qui a un micro qu'on désinfecte à chaque intervention. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà, il y a une main qui se lève là. Donc toujours un qui se lance au départ, c'est normal. Oui, les émissions, c'est sur quel... Julien. Les émissions que vous parliez, là, c'est sur quel support? C'est des DVD ou c'est sur Internet? Le premier épisode, c'est des épisodes de 12 minutes. Le premier épisode, il est sur YouTube. Le deuxième, il est encore sur un disque dur. Et les troisièmes sont en train d'être faits. On ne sait pas encore vers où est-ce qu'ils seront. Peut-être sur une plateforme qui s'appelle Imago. Peut-être sur... on ne sait pas. En fait, on reste encore ouvert vers là où ça sera. Pour le moment, le premier épisode est sur YouTube. On verra pour la suite. D'accord. Et pour se tenir informé, il y a sur la chaîne, en fait, sur la chaîne YouTube. Ouais, alors on a un site internet, lepermaculture.fr, où il y a la carte, les podcasts, et un Facebook, où on est assez actif dessus. Comme toi, tu étais actif sur Instagram, peut-être sur Facebook aussi. Ouais. Ouais, les réseaux, pour ce genre d'aventure, ça marche assez bien aussi. Mais on a un site internet et un blog aussi,
Parce que bon, tout le monde n'a pas aussi des réseaux sociaux, donc on tient un site internet. Ah, merci. En quoi c'est indispensable ce lien au travers des outils numériques au cours d'un projet? Est-ce que c'est évident qu'il faut enfin, voilà, nécessairement communiquer avant, pendant, après et pourquoi? Bah, je pense que c'est pas nécessaire, mais que c'est bien aussi d'utiliser la technologie qui est à notre disposition pour communiquer et sensibiliser un maximum de personnes rapidement. Et, et moi, par exemple, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais en manque de contact, que ce soit d'agriculteurs, d'agricultrices ou de personnes chez qui dormir. Et, ça a aussi inspiré pas mal de personnes, soit à changer un peu de mode de vie, des modes de vie plus minimalistes, plus éco-responsables et plus végétariens et végétaliens. Et voilà, ça a inspiré des personnes à faire des voyages à vélo. Donc c'est donnant-donnant en fait. On donne un peu de temps pour faire notre communication sur les réseaux sociaux et en fait ça marche sur d'autres personnes. Voilà, après ça ne touche pas tout le monde malheureusement, tout le monde n'a pas accès à l'information de cette manière-là. Mais du coup c'est aussi important de multiplier les canaux de communication, je pense. Vous, messieurs, c'est quoi un peu le rapport à tout ça? Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi, parce que clairement, moi, je suis parti dans ces lieux-là et j'ai aucune communication avec l'extérieur. Enfin, le tour, je le faisais pour moi, quoi. Et quand j'ai rencontré Alexis et Kevin, Alexis qui commençait juste son blog aussi, je me dis, mais en fait, ça concerne pas que moi. C'est cette sensibilisation qu'on partage, les savoir-faire, les connaissances qu'on rencontre avec chacun sur les lieux, c'est juste super puissant comment on peut arriver à les partager entre nous et c'est inspirant de voir que on peut partager ça facilement avec un plus grand nombre que juste avec nous-mêmes et que sur le lieu. C'est à une autre échelle en fait. C'est un autre niveau de communication je trouve et ça apporte beaucoup de choses à ce que je ressens à présent. Je vois la différence, je vois vraiment une différence. Il y a plein de récits qui prennent forme en ce moment. Là, on était sur un écolieu juste avant, où justement à Sainte-Camelle, où on a une rencontre assez forte qui nous parle justement de la création des récits aujourd'hui. Et ouais, en tout cas, il y a des récits qui sont vraiment à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, c'est justement ce récit d'être masqué, de ce Covid aujourd'hui, tout ça. Un autre récit qui va être l'effondrement de nos sociétés, qui va vraiment mettre une cassure sur la joie qu'on peut vivre, en fait, qu'on peut acter dès maintenant. Et il y a un autre récit aussi à mettre en place, c'est justement le récit que nous on essaye de prôner par ce genre d'aventure, c'est de pouvoir aussi se découvrir soi-même dans l'aventure et d'imaginer en tout cas de mettre en lumière ces histoires qui sont inspirantes, qu'on découvre à travers la France, et de pouvoir les répertorier, et du coup de pouvoir aussi donner envie aux gens de pouvoir s'y mettre, que ce soit par le vélo comme nous on le fait, ou juste d'aller faire un chantier participatif, ou de découvrir ces nouveaux récits en fait qui existent. Et voilà, c'est juste des graines en fait qu'on distribue, et après nous on en prend énormément parce que nous, le récit qu'on a envie d'écrire ensemble, on n'en a pas parlé, mais on a un troisième rêve, c'est aussi de créer ou de rejoindre un écolieu ou un écosystème. Du coup, on apprend sur notre route. Vraiment, c'est un compagnonnage dans l'apprentissage. Et donc, le récit en fait qu'on s'imagine, par toutes ces rencontres, par tous ces apprentissages, on le crée et on le touche. Et voilà, si on peut le partager, essayer de donner cet élan vers ce qui se passe aussi aujourd'hui, et d'imaginer justement d'autres récits, un nouveau récit. Les réseaux, en tout cas, ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a
Voilà, une nouvelle fois, une intervention, puis après des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas. Il y a beaucoup de films qui sont source d'inspiration, notamment Daikiro, et notamment En quête de sens, enfin bon, bref, plein de films qui nous ont inspirés en fait. Et moi, il y en a un aussi qui m'a inspiré, il s'appelle Que notre joie demeure. Donc le film co-réalisé par Kevin. Et j'ai été amené à voir ce film juste avant de partir, donc en juillet 2019. Et j'étais juste bluffé par leur travail. Parce que vous voyez ce genre de film où on prend un peu une claque, je les appelle les claques in the face. Voilà, c'est une bonne prise de conscience, quoi. Et en fait, quand on voit ce genre de travail, on se dit, ouais, ce serait chouette aussi de pouvoir inspirer d'autres. Et en fait, on s'inspire tous les uns les autres. Et c'est comme ça d'ailleurs que le mycélium s'agrandit. Le mycélium pour justement changer de monde, quoi. Et donc voilà, c'est important pour nous, dans ce deuxième rêve, d'inspirer et de s'inspirer les uns les autres. Et donc ça se fait via les réseaux sociaux, le blog, via une série documentaire. Il y a une question. Oui, vous avez parlé du fait que la permaculture, c'est bien sûr pas que dans l'agriculture et que c'est une conception bien plus globale. Avec l'exemple aussi de l'économie, est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ressemble une économie pensée de façon permaculture? C'était en juin, il y a eu le deuxième épisode de la série documentaire réalisée, celui qui est dans les disques durs justement, qui est sur le projet Terra. Terra qui est dans le Lot-et-Garonne, qui s'appelle, c'est l'acronyme de Tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Et ce projet Terra, ils sont partis dans l'idée de créer un écolieu, et ils se sont rendus compte que l'écolieu, il y avait un manque de résilience. Par exemple, si tu es maraîcher sur ton écolieu et que tu as un problème, ta récolte est détruite, il n'y a que toi pour pleurer en fait. Et du coup, réfléchir à la résilience de cet écolieu, c'est aussi réfléchir à la résilience avec tous les autres écolieux qui sont autour et créer un écosystème. Et Terra, c'est ça, c'est relocaliser à 85% la production vitale des habitants, de créer un revenu d'autonomie qui est à 1 euro au-dessus du seuil de pauvreté, et tout ça en fait c'est en monnaie locale, c'est mis en monnaie locale. Du coup de recréer une résilience autour sur le territoire, et que la monnaie si elle subit un choc, c'est ça la résilience, c'est si tu subis un choc de pouvoir revenir à ton état initial. La monnaie locale c'est ça, c'est garder une dynamique locale. Donc le projet Terra par exemple c'est un exemple d'économie qui peut être basée sur le principe de permaculture, quoi. Avec les zones, le design et cet effet de tous être connectés les uns entre les autres, de prendre soin des hommes, de la terre et de partager équitablement les ressources et de créer l'abondance, quoi. Ce qui est l'éthique et les principes de la permaculture. Voilà pour l'économie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. C'est plus une remarque plutôt qu'une question, c'est qu'il y a déjà au fait l'agnelle en Normandie, c'est la monnaie locale de toute la région normande au fait. Donc c'est une monnaie locale qui ne sort pas de la région. Donc à partir de là, on peut déjà agir au fait avec cette monnaie-là. Et elle est assez méconnue, alors qu'il suffit d'aller je suppose se renseigner au niveau de la mairie de Rouen. On demande à échanger 100 € pour 100 agnelles, et puis c'est fait, quoi. Est-ce qu'on peut développer un peu sur ces principes de monnaie locale? Parce que souvent, le risque, c'est qu'on a la sensation qu'on n'est que entre gens convaincus et super au fait, mais il y a peut-être des gens aussi qui sont moins à l'aise avec certains termes ou certains concepts qu'on manipule depuis tout à l'heure. Et en l'occurrence, la monnaie locale, concrètement, ça fonctionne comment? Ça implique quoi? Est-ce que c'est entièrement indépendant de la monnaie officielle? Voilà. Vous souleviez ça là au travers de l'agnelle ici en local, mais vous parliez d'autres exemples de monnaie locale. Voilà, comment tout ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un expert dans la salle qui peut nous parler de monnaie locale?
parce que nous, on n'est pas du tout experts en économie. Par contre, si on a un point commun, nous tous, c'est qu'on est des rêveurs. On adore rêver, on adore tendre à nos rêves. Et des rêves en économie, en fait, il en existe plein aussi. Voilà, je dévie de la question. Après, parce que j'en fais ce que tu veux. J'en fais ce que je veux, ouais. Parce que techniquement, on peut vous parler de la monnaie locale, mais avec nos limites, quoi. Faut le savoir. Et donc, sur l'économie, il y a plein d'autres rêves que la monnaie locale. Il y a aussi cette idée de revenu de base, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc cette idée qu'on peut percevoir un revenu rien que par le fait qu'on existe et qu'on n'a pas besoin de forcément travailler pour recevoir un salaire. Et donc c'est en ça que Terra nous a intéressés à fond. C'est qu'il prenait l'idée, l'utopie de la monnaie locale, qui est une utopie déjà bien concrète, parce qu'il y en a déjà un peu partout, et qui prenait l'utopie du revenu de base pour en faire cette idée de créer un revenu d'autonomie, donc un revenu qui serait versé aux habitants donc, sous la monnaie locale. Donc pour que l'économie reste vraiment localement, parce que en fait, bon là encore, je ne sais pas si je vais utiliser les bons termes, mais l'euro, je ne sais plus au bout de combien d'échanges, mais elle est amenée à s'échapper sur les marchés financiers. Bon, apparemment, tu pourras peut-être plus amenée à s'échapper sur les marchés financiers, tandis que la monnaie locale, elle va garder au maximum la valeur sur un territoire. Et surtout, à travers la monnaie locale, on peut vraiment choisir ce qui compte pour nous. Donc c'est-à-dire que les monnaies locales, on ne va pas les utiliser chez des commerçants qui ne répondent pas à une certaine éthique, quoi. Donc on va éviter de payer en monnaie locale à Auchan, par exemple, pour donner un exemple, au Carrefour. Je sais pas s'ils les prennent aussi. Ouais, non, déjà ils les prennent pas. Comme ça c'est réglé. Vous aviez l'air bien au fait sur l'ANIEL, ou en tout cas est-ce que vous pouvez éventuellement compléter, ou s'il y a quelqu'un d'autre dans la salle, enfin dans l'assemblée. Alors j'ai pas de grande connaissance, c'est juste que j'ai vu le film Demain, je sais pas si vous connaissez ce film-là, et il parle de... pas Demain, c'est Demain, donc le film par Cyril Dion et Mélanie Laurent, et dans... bonjour. Et dans ce film-là, en fait... Ah, bon, pas de souci. Et dans ce film-là, en fait, il parle de l'économie, donc avec la monnaie locale, mais bon, j'ai pas de grande connaissance en économie, mais le principe, c'est vraiment imaginer, au fait, un brasseur, donc, qui fait de la vente de bière. Il y a un magasin de meubles, et puis ensuite le magasin de meubles, en fait, il a des salariés. Les salariés vont utiliser l'ANIEL pour acheter de la bière au brasseur, et ensuite le brasseur lui va acheter avec la même ANIEL des meubles pour son bar. Et c'est comme ça que l'économie locale, au fait, reste dans la région, où là, à ces deux bâtiments, ce qui fait que l'argent ne s'échappe pas. L'euro, donc vous l'avez dit, à plusieurs échanges, ça va sortir au fait du territoire. Il faut savoir aussi qu'avec tout ce qui est spéculation, etc., l'euro, en fait, sa valeur, elle est très faible finalement sur le terrain, en fait. Avec beaucoup de spéculation, il y a une grande partie qui s'en va déjà, en fait, dans tout ce qui va être banque, etc., européenne. Donc vraiment, le principe de l'ANIEL, c'est que ça ne bouge pas de l'endroit où c'est valable. L'ANIEL, ça peut s'utiliser que dans les commerces de la région Normandie. Donc en fait, déjà de base, voilà, comme on l'accepte, on ne l'accepte pas, et c'est ça qui fait que ça reste que dans la région. Il y a une question, voilà, c'est parfait. Moi, je vais juste compléter. Donc, je me présente, je m'appelle Jonathan, j'ai fait un film sur la transition écologique au Japon, j'en parle demain à 13h30. Et simplement, à travers les différentes choses que j'ai pu voir, pour moi, ce qui me marque le plus dans la monnaie locale, ce qui est le plus pertinent, c'est la création d'un réseau, en fait. Notamment, quand j'étais dans la Transition Town de Fujino au Japon, ce qu'ils m'ont dit, c'est que donc, ça faisait déjà 8-9 ans qu'ils utilisaient la monnaie locale, et c'était en 2016. Et en fait, ils en avaient quasiment plus besoin parce qu'ils étaient arrivés à un stade où ils connaissaient suffisamment bien les acteurs, les artisans, les petits acteurs économiques de leur région. Et donc en fait, ça a été un super levier pour eux pour créer ce réseau. Et une fois que le réseau est en place, en fait, je sais pas pour n'importe quoi, mais pour des petits objets, des meubles, ton coiffeur, ta boulangerie, machin et tout, tu vas aller
vers la personne qui répond donc à ces critères, qui s'inscrit dans ton réseau. Et grâce à cette monnaie locale, en fait, ce qu'eux ils disaient, c'est que ça leur a vraiment permis de savoir qui faisait quoi localement. Et à partir de là, plus favoriser des échanges locaux. Donc je pense qu'il y a différentes manière de vivre, d'expérimenter la monnaie locale. Je crois que la plus forte en France, c'est au Pays Basque. Le SCHO. Ouais, voilà, et donc apparemment, elle est très très développée. Moi, je connais pas, je suis pas de là-bas. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un réseau. Et donc, la monnaie locale, elle n'aurait pas vocation, du coup, à devenir nationale. Il faut qu'il y ait plein de petites monnaies locales partout. Et que ça fasse partie des réseaux. Et à partir du moment où vous commencez à l'utiliser, vous allez accéder à un réseau. En plus, en général, les personnes qui font ça sont assez conscientes de ça. Donc, vous avez des listes en fait d'endroits où vous pouvez utiliser cette monnaie locale. Et du coup, vous savez en fait qui en fait s'inscrit dans une logique un petit peu alternative au niveau local sur les questions économiques, mais pas que, parce que après, en général, tout le monde est un peu multicasquette. Et donc voilà, je pense que la monnaie locale, en tout cas pour moi, c'est vraiment le réseau, quoi. Très bien. On a fait un pas de côté sur l'aspect voilà, économie, et notamment merci pour ces éclairages là, sur ces questions de monnaie locale en particulier. Là, l'intervention, c'était autour de l'agroécologie et notamment la permaculture, peut-être qu'on se recentre un petit peu là-dessus. Et évidemment, c'était important, puisque vous en parliez, qu'on fasse ce pas de côté. Mais voilà, peut-être parler d'exemples concrets en termes de production alimentaire que vous avez pu croiser. Vous en avez un peu parlé, des écolieux, etc. Mais voilà, comment on détermine, je ne sais pas, par exemple, un projet permacole. Est-ce qu'il y a... pas nécessairement de label, mais quels sont les critères, ça consiste en quoi, comment ça fonctionne, qui sont un peu les porteurs de ces initiatives-là que vous avez rencontrées? J'ai rencontré que 2 ou 3 personnes en permaculture, donc j'ai pas trop un avis objectif. En tout cas, concrètement, ces exemples-là, si on peut en parler un peu plus... on va prendre le temps de détailler peut-être un peu voilà, le fonctionnement, la différence, voilà, évidemment, avec ce qu'on appelle une agriculture plus conventionnelle. Enfin, voilà, ça passe par quoi? Peut-être le b.a.-ba un peu de la permaculture, ce serait quoi? Justement, je pense qu'il n'y a pas de b.a.-ba dans la permaculture. C'est chaque ferme et chaque modèle est unique. Et à la fois, ils ont tous un point commun, c'est-à-dire de respecter au maximum la terre et les cycles naturels en fait. Et également, il y a une vision aussi assez holistique et spirituelle. Moi je pense qu'ici, il y a ça dans la permaculture. Tout le monde n'est pas... En gros, il faut se respecter soi-même aussi. Si tu respectes la terre, tu respectes toi-même. Et moi j'ai notamment croisé un monsieur à côté de... C'était entre La Rochelle et Royan, on va dire. Et donc, lui, il avait construit sa maison justement en terre, en terre. Là. Terre paille. BTP, c'est ça, en bois terre paille. Et donc, il était avec sa famille, sa femme et son enfant, et il vivait vraiment en autonomie. Tout seul sur un espace, mais ils organisaient également beaucoup d'événements pour rassembler un maximum de personnes. Et voilà, après, ils ne disaient pas que c'était facile tous les jours parce qu'on est dépendant de la nature, donc parfois c'est pas facile, ça dépend aussi des conditions climatiques. Donc du coup, il n'y a pas un modèle voilà, défini. Après, il y a la définition de la permaculture que vous connaissez mieux que moi, avec la fleur là, il y a bien la vision personnelle, mais je saurais pas. Non, mais justement, tu les invites à compléter, à rebondir sur ce que tu disais là. Quand j'ai commencé à entendre parler de la permaculture, on m'a dit écoute, viens, on va faire un tour dans la forêt.
observe la forêt, regarde comme elle est autonome en elle-même, la forêt, elle se démerde toute seule, elle a toujours réussi à être autonome et résiliente, elle grandit, elle fait en sorte qu'il y a des strates, donc il y a les ronces qui protègent les petits arbres pour ne pas se faire manger, pour pouvoir laisser les autres arbres se faire grandir et s'épanouir. Il y a les feuilles qui tombent sur le sol pour couvrir le sol, les branches pour nourrir le sol, pour créer de l'humus, pour créer du mycélium, pour conserver l'humidité, etc. En gros, vraiment une belle observation de la forêt qui nous inspire en fait. Est-ce que soit on s'en sépare ou soit on l'intègre en fait. Et moi j'ai beaucoup aimé ce concept-là et ça apprend beaucoup en fait, juste l'observation. Nous aussi, avant qu'on fasse quoi que ce soit, avant qu'on rentre dans nos études, avant qu'on fasse un gâteau ou avant qu'on fasse quoi que ce soit, on observe d'abord. Et là, c'est pareil, en fait, avant d'interagir sur notre terrain, avant d'interagir sur notre jardin, qu'on aimerait cultiver 3 tomates, eh ben, on va d'abord observer. On va observer où est-ce qu'on va le mettre, on va observer où il y a le soleil, on va observer où vient le vent. Enfin, vraiment des détails. Là, je creuse en profondeur un peu dans qu'est-ce qu'on peut observer d'une forêt, qu'est-ce que la forêt peut nous inspirer. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce concept-là, en fait. Vraiment prendre le temps d'abord. Prendre une chaise, s'asseoir et juste observer, en fait. Et on apprend beaucoup en observant. Et moi, c'est ce qui m'a motivé à approfondir le sujet de la permaculture et partir justement dans ces domaines, pas seulement dans le jardin. On va aussi observer une manière d'éduquer, comment on voit l'éducation, ou comment on construit sa maison. On va observer pourquoi on en est arrivé à faire des maisons en béton et pas plutôt des maisons en terre et paille, alors que c'est naturel et c'est une matière en abondance qu'on a à côté de chez nous. Pourquoi pas, enfin, voilà, vraiment l'observation dans chaque domaine, dans chaque chose qu'on fait dans la journée et en prendre soin en fait. Vraiment cette philosophie-là, comme tu dis, plus qu'une technique, plus que des choses concrètes, c'est d'abord philosophie holistique. Et voilà, avec la conscience, on cultive tout ce qu'on fait petit à petit, on apprend avec les autres, on s'inspire, on fait des recherches et on remarque qu'il ouais, y a beaucoup de choses encore à apprendre des autres et c'est pour ça qu'on est en plein dans ce tour de France et de la Belgique pour rencontrer ces gens qui actent tous les jours et qui proposent des solutions et qui ont expérimenté d'eux-mêmes dans leur jardin, dans leur façon de construire leur maison, dans leur façon d'éduquer leurs enfants, dans la façon de créer une économie locale. Et voilà, on s'inspire de ça et c'est enrichissant. Amis publics, une réaction, des questions, des interventions oui, voilà, juste là. C'est parfait. Parce qu'on parle aussi de permaculture humaine, c'est pas juste la culture du sol, mais on est aussi là, se remettre aussi au cœur de ça. C'était juste une petite aparté. On peut prendre la question là, puis y revenir après si tu le souhaites. Parce que plutôt une question pour le projet Mercycle. Par rapport au fait que tu sois allé visiter des installations, enfin des fermes, qui ne soient pas que de la permaculture, justement, qui soient aussi conventionnelles, qui soient dans tous les domaines en fait, qui touchaient ta curiosité. On n'a pas trop parlé de cette dimension-là. Est-ce que tu pourrais remettre en perspective un peu l'intérêt d'aller voir différents modèles et qu'est-ce que toi tu en sors en fait? Qu'est-ce qui t'implique là-dedans et qu'est-ce que tu en sors? Ça m'intéresse. Merci. Moi je suis allée voir en tout le bilan, ça a été à peu près 50% de fermes en bio et 50% en ce qu'on appelle conventionnel. Moi je suis c'est pas bio, ça veut juste dire pas certifié bio, mais après dans le conventionnel il y a plein de différentes choses qui sont également bien. Et justement c'était important pour moi d'aller voir un maximum de fermes différentes avec aussi des valeurs différentes, ce qui me permettait en fait de sortir de ma zone de confort. Moi, dans mes stages et mes expériences que j'ai pu avoir grâce à mes études, ou juste de manière personnelle, c'est vrai que j'étais beaucoup plus attirée par tout ce qui était permaculture ou écologie ou ferme bio. Moi-même étant une consommatrice de produits bio, c'était vraiment, moi je voulais vraiment faire que ça, que le bio. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà le bio c'est 6% de surface en France déjà. Donc c'est pas du tout là. On dirait que c'est tellement médiatisé et marketisé qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça, mais en fait pas du tout. Et il y a des gens en fait qui
qui sont juste, peuvent juste pas se payer le label bio ou qui veulent pas l'avoir pour différentes raisons. Et c'était important pour moi d'aller voir aussi ce qu'ils avaient à dire, ces personnes, ce qu'elles avaient à dire. Et après, j'ai pu également aller voir vraiment des choses, pour le coup, extrêmes, dans le sens où c'était, par exemple, des élevages intensifs de cochons. Et ça, c'est quelque chose que, théoriquement, j'aurais jamais fait, mais j'avais envie justement de sortir de ma zone de confort. Moi, il faut savoir que je suis végane, donc en fait, pour moi, c'était important d'ouvrir aussi mon esprit et d'écouter ce que ces personnes avaient à dire et de savoir pourquoi, en fait, tout simplement, elles faisaient ça. Et je pense que c'est un peu le gros problème aujourd'hui qu'on a, c'est le manque de communication ou la non-envie de communiquer, alors que tout le monde a des solutions à apporter et tout le monde fait des choses bien et tout le monde fait des choses moins bien et on peut trouver toujours quelque chose de bien quelque part. Et ces personnes-là que je suis allée interviewer, notamment les éleveurs en élevage intensif de cochons, j'avais déjà été pendant mes études, c'est ça qui m'avait donné envie d'être végétarienne et puis plus tard végane. Et du coup, le fait d'aller les voir, ça m'a donné une autre vision en fait. J'y suis pas allée en mode bonjour, je suis végane, est-ce que je peux voir votre ferme? Parce que sinon ils m'auraient pas ouvert leur porte, bien sûr. Ça prouve aussi le manque de communication et le fait qu'ils avaient peur de moi, entre guillemets. Ils ont pu penser que j'étais L214 infiltrée. Alors, mais en fait, non, du coup, ils m'ont expliqué. Alors, oui, j'étais pas d'accord avec eux sur la plupart des choses, mais ils avaient également leurs difficultés et c'était important, je pense, de les écouter. Et ça m'a énormément appris et énormément ouvert l'esprit par rapport à ça et je suis super contente. Et voilà, j'avais une dizaine de questions à chaque visite et il y avait des questions notamment sur aussi le glyphosate, tout ça. Donc moi c'est pareil, hein, je suis assez biaisée par rapport à ça parce que je vais suivre un peu que des médias alternatifs qui vont parler que le glyphosate, enfin voilà, c'est super mauvais à tous les points de vue et en fait en écoutant d'autres avis, je dis pas que je suis pour le glyphosate, hein, pas du tout, mais en écoutant d'autres avis, j'ai pu avoir un peu de recul, prendre un peu de recul par rapport à toutes ces questions et mettre un peu de temps, enfin voilà, pardon, je cherche le mot, voilà, c'est ça, tempérer mon point de vue et pas tout de suite aller dans la confrontation, non c'est pas bien, oui c'est trop bien, il faut absolument faire ça. Et donc c'est ça que je suis allée rechercher en allant interviewer un maximum de personnes différentes et différents acteurs et actrices françaises et français. Voilà. Vous voulez compléter Surtout sur ta question en fait sur la manière concrète de produire sur des lieux. Il y a un lieu qui m'a bien marqué en Dordogne, c'est 2 maraîchères qui se sont installées sur 10 hectares. Elles exploitent 1 hectare à la main et sans aucun tracteur en fait. Et ça fait vraiment une production énorme. Elles intègrent vraiment plein d'outils qui relient la permaculture, donc pailler le sol, utiliser canard corindien pour réguler un peu les problèmes de limaces qui mangent la production de salade. Et ils viennent faire aucune intrant chimique, vraiment que des intrants naturels, purin d'antilles, etc. Et ils sortent une production en bio qui est vraiment super intéressante. Bon, c'est clair qu'il y a du travail et c'est pas avec quelques heures par semaine qu'ils produisent, c'est chaque jour pendant une saison assez intense. Mais ça produit énormément et ça nourrit. Et c'est ça qui les anime chaque jour. Et je vous invite à aller voir sur leur terrain, sur leur ferme. C'est une vraie ferme pédagogique qui associe le maraîchage avec les animaux qui sont très importants dans cet écosystème. Entre les canards, le cochon, les oies, les paons, les poules. Vraiment, il y a une belle biodiversité. Voilà, juste pour le côté maraîchage biologique en permaculture. Donc ça marche. Il y a de la production, ça nourrit. Et c'est dur, c'est clair. Mais voilà, elles ont de l'aide, elles ont des woofings, elles ont des amis et elles s'en sortent. Oui, tu soulevais un peu ça, le rapport au travail, voilà, la masse de travail, la difficulté, le
fait qu'il faut peut-être être plusieurs par rapport à quelque chose de plus classique, de plus conventionnel. Enfin, c'est quoi un peu le rapport que, voilà, tu soulevais aussi par exemple la non-mécanisation. Voilà, c'est une façon de faire complètement différente. C'est quoi un peu votre regard à tous et tous par rapport à ça vraiment cette question de, voilà, de la masse et de la quantité de travail voilà, en comparaison à des projets plus conventionnels. Bon, vous devez certainement tous connaître la ferme du Bec et Loin. Voilà, Charles et Perrine, qui sont l'exemple numéro 1 en France. Et dans leur livre, il y a une phrase qui m'a pas mal marqué. C'est qu'en fait, à l'heure actuelle, il faut à peu près 10 calories d'énergie pour produire 1 calorie alimentaire. Est-ce qu'on peut parler, du coup, d'un système productif à l'heure actuelle? Voilà, c'est la question qu'ils posent. Et si on prend un peu le constat de notre monde actuel, ben ouais, en fait, on peut tous manger allègrement grâce à cette énergie facile, qui est l'énergie fossile. Mais pour combien de temps ça va durer, en fait? Et donc c'est là où c'est intéressant de se poser ces questions-là et d'essayer d'innover, de rêver. Et donc c'est là où notamment la permaculture essaye de repenser notre mode de production en respectant 3 phrases qui sont très simples. C'est respect de l'humain, respect de la terre et créer l'abondance et partager équitablement les ressources. Voilà. Très simple comme ça, et je pense qu'avec ces 3 phrases on est tous d'accord. Mais après, mettre en œuvre, ouais, ça demande du taf et ça demande de se serrer les coudes, d'être tous ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, un champ de blé, voilà, il fallait être 100, quoi. 50, 100, je sais pas. Ça, il faudrait demander aux anciens. Et il fallait être bien plus qu'un bonhomme sur son tracteur. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on faisait après les moissons? On faisait la fête des moissons. Et voilà, il y avait une vraie entraide et cohésion. Alors je dis pas que le monde était mieux avant. Mais en tout cas, je pense que nous, on porte ça, c'est que on sait qu'il faudra revenir à mettre les mains dans la terre et on sait qu'il faudra surtout s'entraider, quoi. Et donc c'est ça aussi le but du permaculture ou de la permaculture. Dans la permaculture, il y a permaculture. Et moi, c'était ça, c'était de sortir de ma zone de confort et d'aller me confronter à ceux qui réfléchissent à comment produire de la nourriture saine, tout en respectant donc, ces 3 phrases qui sont l'éthique de la permaculture. On me fait signe que c'est bientôt la fin, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Donc ce que je propose, c'est que s'il y a des gens qu'on n'a pas du tout entendus dans l'Assemblée qui puissent passer prioritaire, et à ce moment-là, vous posez vos questions à la suite et on répond très vite avant de conclure. Donc une question là et une question là, la dame au t-shirt vert aussi également, je crois, avec une question juste à côté, c'est ça, voilà. Dont on n'a pas du tout entendu la voix. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Cécile. Et juste petite remarque, en fait, on ne le fait pas depuis tout à l'heure, mais enlevez vos masques quand vous prenez le micro, parce qu'en fait, on ne vous entend pas. Enfin, moi en tout cas, je n'entends pas bien. Beaucoup mieux, merci. Enchanté, je m'appelle Stig, qui signifie vagabond en langue scandinave. En fait, je voulais surtout faire une remarque par rapport à tout à l'heure l'intervention de Clémence, qui parlait des régimes véganes, mais qui parlait aussi du fait que des fermiers, des producteurs puissent être dans le marché de la viande. Actuellement, il y a le référendum pour les animaux qui tente de se tenir et qui met en lumière précisément qu'il n'y a pas de combat vegan contre boucherie ou permaculture contre boucherie non plus. Que c'est pas une question de les enlever de l'équation, que la première question c'est de respecter les droits des gens concernés dont leurs droits sont bafoués par leurs propres syndicats. Voilà, donc dans la communication, il y a des perspectives différentes, je voulais juste rajouter ça. Je suis pas sûre d'avoir été claire, navré. Vous aurez quelque chose à... Voilà, un retour, un commentaire par rapport à ce qui vient d'être soulevé là à l'instant? Je dirais que juste en théorie, ce serait bien qu'il n'y ait pas d'opposition, mais malheureusement, on est obligé de s'opposer à... Certaines fois, on est obligé de s'opposer à notre système oppresseur, en fait. Donc,
parfois c'est difficile de trouver un accord, malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a des luttes qui existent et la convergence des luttes qui est indispensable aujourd'hui. On prend une dernière intervention et après on conclut. Je voulais savoir ce que vous alliez faire tous les quatre, maintenant que vous avez fait votre tour de France et que vous avez appris plein de choses. Qu'est-ce que vous allez, enfin, tout ce que vous avez retenu, tout ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous avez un peu parlé, vous aviez dit que vous aviez un troisième rêve, c'était d'avoir un écolieu. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Est-ce que vous allez faire autre chose? Et toi Clémence aussi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, en plus de votre médiatisation et du coup de sensibiliser Moi, mon objectif, c'est d'écrire un livre. Enfin, j'ai déjà commencé à l'écrire et j'aimerais bien le sortir en 2021. Et donc, sur mon récit de voyage, j'ai couplé à ce que j'ai appris sur l'agriculture et des solutions concrètes sur quoi mettre en place à échelle locale et nationale. Et donc, je coécris ce livre avec un voyageur à vélo aussi qui s'appelle Axel Ferrard, le petit voyageur normand, je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça c'est un projet à venir. Après il y a des choses qui me tiennent à cœur comme la lutte féministe. Et donc j'ai écrit également un guide pour aider les femmes à partir à vélo toutes seules, avec toutes les questions qu'elles pourraient se poser, notamment sur la peur d'être toute seule dans des situations qu'elles ne contrôleraient pas, ou comment gérer le cycle menstruel, vraiment des actions concrètes sur ça, et pour vraiment essayer d'apaiser leur peur et qu'elles partent, parce qu'on a besoin de femmes à vélo, on n'en voit pas beaucoup, on a besoin d'exemples, et ça c'est une lutte qui me tient à cœur aussi, donc j'écris ce guide et j'espère le sortir avant la fin de l'année. Et aussi la lutte pour la lutte véganisme, et du coup j'écris aussi un autre essai sur le véganisme et l'agriculture, donc à venir normalement prochainement, j'espère 2021 aussi, donc ça c'est mes projets. Pour vous la suite, messieurs? Nous, on a posé nos vélos il y a 2 jours pour venir en stop jusqu'ici, en Ariège. Donc l'idée, c'est de repartir en Ariège parce que nos vélos ils nous attendent à Saint-Camel, à l'éco-village. Et ça fait 4 mois qu'on est parti. Et on a fait 1500 km à peu près. Et c'est que le début parce que c'est 4 mois de voyage. Dans l'idée, on a encore un an et demi de route à faire. Donc là, c'est juste un petit aller-retour qu'on a fait, mais nous, l'aventure, elle continue. Et donc là, pour reprendre à ce que tu disais, voilà, il y a des podcasts, des interviews qu'on rencontre au fil de notre route qui sont sur SoundCloud. Il y a la carte des écolieux avec tous ces lieux qui sont répertoriés et qui s'alimentent au fur et à mesure. Il y a des reportages photos qui sont aussi dans le Colibri Magazine, la page Facebook qui est alimentée, la série documentaire. Donc peut-être qu'à la fin, ouais, il y aura peut-être un livre, il y aura peut-être d'autres choses aussi. Enfin, on est assez rêveurs, du coup, on s'ouvre aussi. On a plein de rêves sur la route aussi. Par exemple, en Bretagne, on aimerait bien rencontrer une ou un druide. Enfin, on a plein de petits rêves comme ça. Donc nous, l'aventure, on est en plein dedans, elle n'est pas du tout finie. Et voilà, impatient de voir la suite. Tu voulais peut-être rajouter un mot, visiblement, ouais. Et on a plein de rêves et souvent pour les réaliser, on a besoin de vous en fait. Donc du coup, parler du projet, ça peut être chouette. Si vous connaissez parmi vous quelqu'un qui a un carnet d'adresses, qui serait attaché de presse, en fait c'est un conseil qu'on m'a filé en stop là, en venant ici. Le mec m'a dit mais ton projet c'est super, en fait ce qui te manque c'est une attachée de presse. Ah ouais, c'est quoi une attachée de presse? Ah bah c'est quelqu'un qui pourrait avoir un carnet d'adresses et puis t'ouvrir des portes quoi, pour faire parler du projet. Ah ok, ça a l'air cool. Donc voilà, bon, je pose l'intention. Si jamais vous connaissez une attachée de presse, un attaché de presse qui a envie de faire du mécénat de compétences pour nous, eh ben on est preneur. Et aussi, si jamais vous connaissez Nantes, de Nu et Culotté, parce que c'est une grande source d'inspiration pour nous, on est preneur aussi de son contact parce que parmi les rêves, on voudrait l'interviewer entièrement nu. Et un autre rêve aussi, c'est on aimerait construire un radeau sur la Loire et remonter jusqu'à un écolieu qui s'appelle Eutopia. Eutopia, ouais, que je vous recommande. Benjamin Lesage, Vivre sans argent. Bref, et pour construire ce radeau, on ne pourra pas le faire que à 3. Donc on va monter un collectif éphémère
Enfin bref, plein d'aventures comme ça, c'est ce qui nous met en joie, c'est ce qui nous fait vivre. Du coup, ben voilà, suivons-nous, restons en contact, et puis on est preneurs de toutes les idées, de tous les contacts, et vous êtes le bienvenu. Le Permaculture est un collectif organique, ouvert, voilà, qui vit. Et puis si on doit conclure par une phrase. Après ce que je vais dire, alors. Moi j'aimerais juste conclure pour ma part aussi. Effectivement, on a ce rêve de rejoindre ou de créer un écolieu, peut-être ensemble, peut-être séparés, on ne sait pas, peut-être que l'amour sera sur la route, on verra. Et c'est quelque chose qui nous anime tous les jours, parce que j'ai la sensation que c'est quelque chose qui devient une logique, c'est quelque chose qui devient vraiment en phase avec nos valeurs. Et rejoindre un écosystème, rejoindre un village qui partage la vision commune, en fait. Vraiment, j'ai appris ça aussi à Sainte-Camelle. En fait, c'est quoi notre vision commune ensemble? Est-ce qu'on la partage? Est-ce qu'on a tous la même vision commune? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va dans la même direction? Et voilà, à la recherche de ces personnes-là, ensemble. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous aussi, du coup. Vous entendez parler d'un lieu, n'hésitez pas, contactez, envoyez le lien, envoyez les contacts, partagez-le. Voilà. Nous aussi, on est beaucoup du coup sur les réseaux et on partage beaucoup pour justement créer ce lien et ces synergies qui permet que tout est possible. Donc il suffit simplement, comme il dit, poser l'intention et tout devient possible. Le mot de la fin, je pourrais dire soyons heureux et vive l'aventureux. Merci à vous Clémence pour le projet, merci, et Kevin, Camille et Alexis pour le Permaculture. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Dans quelques instants, on va discuter plantes médicinales, notamment. Voilà, donc on va se donner quelques instants de mini break avant d'enchaîner ici la suite du programme. Voilà, vous faites spontanément. Et malheureusement, on a ouvert le clap d'ouverture et il nous faut un clap de fermeture. Eh oui, désolé. Donc on repart sur le frottement, la friction des mains. Et on pourrait dire un mot. Merci. Donc ça va faire merci, clap. Ok 3, 2, 1. Merci.